C'est une mort qui secoue les États-Unis depuis près de 24 heures. Charlie Kirk, 31 ans, un influenceur politique très proche de Donald Trump, a été tué par balle alors qu'il tenait une conférence dans une université dans l'Utah ce mercredi. Il était suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Alors, que sait-on de son assassinat? Quelles ont été les réactions et pourquoi est-ce que les États-Unis craignent une escalade? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast. Alors, il est relativement peu connu en France, mais Charlie Kirk, c'était une figure centrale du conservatisme aux États-Unis. Alors le conservatisme, pour dire les choses très simplement, c'est un courant de pensée, une idéologie qui cherche à préserver l'ordre établi, les valeurs traditionnelles et la stabilité en quelque sorte de la société. L'influenceur, marié et père de 2 enfants, était connu pour être un proche du président américain Donald Trump, pour qui il avait joué un rôle clé lors de la campagne présidentielle de 2024 auprès des jeunes. Et c'est d'ailleurs Donald Trump qui a annoncé sa mort ce mercredi soir. Concernant ses prises de position les plus importantes, on ne pourra pas tout résumer ici, et puis c'est pas forcément l'objet de cet épisode précis des actus du jour, mais tout de même pour résumer en quelques points ses prises de position les plus importantes. D'abord, Charlie Kirk était un fervent opposant à l'avortement. Sur la question maintenant du changement climatique, il était complètement dans le déni de l'implication humaine dans le changement climatique, à rebours donc du consensus scientifique sur le sujet. C'était par ailleurs un défenseur important des armes à feu. Alors évidemment, une part très importante des Américains sont favorables au port d'armes aux États-Unis, on en parle régulièrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une position majeure de cette personnalité politique. Il est d'ailleurs allé jusqu'à déclarer que, je cite, les décès par arme à feu aux États-Unis font partie de la réalité américaine pour pouvoir préserver le 2e amendement. Et le 2e amendement, c'est donc celui qui protège le droit au port d'armes. C'était aussi un fervent opposant à toute mesure qui viserait à améliorer les droits des personnes LGBT. Et je rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais si vous voulez plus d'informations sur qui il était, sur sa popularité aux États-Unis ou encore sur ses prises de position, on vous met comme d'habitude des liens en description. Bref, c'était un porte-parole important pour la politique de Donald Trump, pour la droite radicale et pour l'extrême droite aux États-Unis. Il était aussi à la tête du mouvement de jeunesse Turning Point USA qu'il avait cofondé quand il n'avait que 18 ans. Il participait régulièrement à des interventions comme ça sur des campus d'université. Il animait aussi un podcast et on le disait donc, il était très présent sur les réseaux sociaux où il comptait plusieurs millions d'abonnés. Mais alors, que sait-on de sa mort? Eh bien, je le disais, Charlie Kirk a été abattu ce mercredi 10 septembre lors d'un événement organisé à l'université de la vallée de l'Utah. Il était installé sur une chaise, sous une tente, il répondait aux questions d'une assemblée qui était réunie en plein air. Et puis soudainement, à 12h20 heure locale, la détonation d'un tir par arme à feu a retenti. Au moment d'ailleurs où Charlie Kirk était interrogé sur la question des tueries de masse. Touché au cou, il s'est effondré et malgré les premiers secours et une intervention rapide, Charlie Kirk est décédé peu après son admission à l'hôpital. Alors pour l'instant, l'auteur de l'attaque est toujours activement recherché. Un suspect a été arrêté avant d'être relâché un petit peu plus tard dans la journée, d'après le patron du FBI. Selon les autorités, il s'agirait d'un tireur d'élite qui portait des vêtements sombres. Les tirs venaient d'un bâtiment situé à environ 180 mètres selon l'université. Le FBI a en tout cas annoncé avoir retrouvé l'arme du crime et avoir de bonnes images vidéo du meurtrier présumé. Ses motivations précises ou alors son profil ne sont pas encore connus. En tout cas, immédiatement après sa mort, les réactions du monde entier ont afflué. Évidemment, ça a commencé aux États-Unis. Donald Trump a publié un hommage solennel sur son réseau social Truth Social, déclarant, je cite, le légendaire Charlie Kirk est mort. Il a aussi promis de s'en prendre à tous ceux qui contribuent, je cite, à la violence politique, et il a affirmé que les discours, je cite, de gauche radicale ont contribué au meurtre. Il a par ailleurs demandé à ce que tous les drapeaux américains à travers les États-Unis soient mis en berne jusqu'à dimanche soir à 18h. Du côté du parti démocrate, donc le parti de Joe Biden ou encore de Kamala Harris, la condamnation a été immédiate. L'ex-président américain Joe Biden a appelé à cesser ce cercle vicieux de la violence. Kamala Harris, de son côté, qui était donc l'adversaire de Trump en 2024, a vivement dénoncé, je cite, un meurtre, écrivant, je cite, « Je condamne cet acte et nous devons tous travailler ensemble pour veiller à ce que cela ne conduise pas à davantage de violence. » Et je le disais, il y a eu quelques réactions à l'international. On peut citer celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son président Isaac Herzog, qui ont salué l'engagement de Kirk, je cite, pour la vérité et la liberté. Et pour donner un petit peu de contexte à cette déclaration, Charlie Kirk était connu comme étant un défenseur important du gouvernement israélien. Mais au-delà de l'indignation, l'assassinat de Charlie Kirk, il ravive et il illustre en quelque sorte la tension extrême qui traverse aujourd'hui la société américaine
américaine. Depuis plusieurs années, il y a évidemment une polarisation, donc vraiment deux blocs qui s'opposent d'un point de vue politique et culturel. Et cette opposition, elle s'est transformée en opposition frontale, avec des invectives évidemment sur les réseaux sociaux, des menaces, des actes de violence physique contre les élus et les commentateurs politiques, ou encore la multiplication d'incidents lors de meetings et de débats publics. On se souvient évidemment par exemple de Donald Trump qui avait été visé par un tir lors d'un meeting en juillet 2024. Et d'ailleurs, ces dernières heures, vous l'avez peut-être vu, les commentaires ont rapidement sombré dans une forme d'escalade. Par exemple, la minute de silence organisée ce mercredi au Congrès, donc l'équivalent du Parlement aux États-Unis, a dégénéré. En fait, le président de la Chambre, Mike Johnson, avait interrompu une série de votes et les deux camps, qu'ils soient démocrates et républicains, avaient observé 30 secondes de silence. Mais quand il a signalé avec son marteau la reprise de la séance, une élue républicaine a réclamé une prière à voix haute, ce à quoi certains élus démocrates ont répondu non. L'élue républicaine de Floride, Anna Paulina Luna, les a alors interpellés en criant, je cite, « Vous êtes responsable de cette situation », créant une forme de scène de chaos au sein de l'hémicycle. Mais à l'inverse, le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, a estimé ce mercredi que cette violence, elle était attisée par Donald Trump, déclarant, je cite, « Malheureusement, la violence politique s'est intensifiée dans ce pays. Je pense que certains l'attisent. Je pense que la rhétorique du président l'attise souvent. » En effet, la gauche s'est retrouvée prise pour cible par de nombreux élus conservateurs ces dernières heures. Stephen Miller, par exemple, proche conseiller de Trump, a appelé à, je cite, « vaincre le mal qui a arraché Charlie à ce monde », en parlant donc de la gauche américaine. Elon Musk est allé jusqu'à dire que, je cite, « la gauche est le parti du meurtre ». Enfin, Steve Bannon, un commentateur mais surtout un ancien conseiller du président Donald Trump, a pour sa part déclaré, je cite, « Charlie Kirk est une victime de guerre, nous sommes en guerre dans ce pays », alimentant donc ce climat et ce discours d'une forme de guerre civile aux États-Unis. Et plus globalement en fait, plusieurs figures proches de Trump ont utilisé cette rhétorique pour qualifier Charlie Kirk de martyr tombé pour la défense des valeurs conservatrices et chrétiennes. Et on le disait, c'est un climat encore une fois qui est présent depuis des années. On a parlé de Trump, on a parlé de Charlie Kirk, côté démocrate aussi. Par exemple, en juin dernier, la présidente démocrate de la Chambre des représentants du Minnesota, Melissa Hartman, ainsi que son mari, avaient été assassinés. On peut aussi parler de Paul Pelosi, le mari de l'ancienne leader et élue démocrate Nancy Pelosi, qui avait été grièvement blessé lors d'une attaque au couteau à leur domicile. Enfin, en 2021, le gouverneur démocrate du Michigan avait failli être enlevé par des membres de milices d'extrême droite. Bref, ces violences physiques se multiplient et celle-ci évidemment est un cas extrêmement marquant avec l'assassinat de Charlie Kirk. Plus largement, la situation politique est tendue. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans ce même format des Actus du jour, on faisait un point aussi sur un tout autre sujet qui se déroule en parallèle, la façon dont la voie judiciaire et policière a été régulièrement employée par l'administration de Donald Trump pour taire des voix de l'opposition démocrate. Il y a aussi toute la question de l'utilisation de la garde nationale. Bref, je suis conscient qu'on parle énormément de la situation aux États-Unis en ce moment et plus globalement depuis le retour de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, mais les États-Unis, ce n'est pas un pays comme un autre, c'est toujours la première puissance économique mondiale. C'est évidemment aussi des liens, qu'ils soient économiques ou culturels, importants avec l'Europe et avec la France. Pour cette raison, à tout point de vue et au vu de ce qui se passe, ça me paraît absolument essentiel de continuer à évoquer ce qui se passe ici, sans faire l'impasse évidemment sur le reste de l'actualité internationale ou même évidemment sur l'actualité française. On a beaucoup parlé de ce qui se passe en France cette semaine, mais voilà, on essaie de maintenir cet équilibre au mieux entre tous ces sujets, que ce soit à Gaza, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Ukraine, que ce soit en France ou partout dans le monde, qu'on considère absolument essentiel à évoquer au quotidien et on continuera à le faire. Je laisse la parole à Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'armée israélienne a bombardé ce mercredi des sites Houthis au Yémen, un pays situé au sud de la péninsule arabique, tuant 31 personnes et faisant 131 blessés selon le ministère de la Santé des Houthis. Les Houthis, c'est un groupe rebelle basé au Yémen donc, qui est en guerre civile depuis 2014. Ils sont soutenus par l'Iran et contrôlent une grande partie du Yémen et notamment Sanaa, sa capitale. Les Houthis sont également des soutiens du Hamas. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël et la riposte israélienne, les Houthis ont multiplié les tirs contre Israël et attaquent régulièrement leurs navires marchands qui circulent au large du Yémen. De son côté, l'armée israélienne bombarde aussi régulièrement les Houthis. Cette nouvelle attaque israélienne a donc frappé Sanaa, la capitale du pays, et la province de Jaf dans le nord du pays. Israël a indiqué avoir frappé des cibles militaires des Houthis. Cette
attaque survient quelques jours après qu'un drone lancé depuis le Yémen a blessé un homme en tombant dans le sud d'Israël. Le mois dernier, des bombardements israéliens avaient tué le Premier ministre et 11 responsables houthis dans la plus importante opération israélienne contre ces rebelles. Deuxième actu, le meurtre d'Irina Zarutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans poignardée à mort dans un tramway aux États-Unis le 22 août dernier, prend une ampleur politique très importante. Les faits se sont déroulés en Caroline du Nord, à l'est du pays, et si les médias en reparlent aujourd'hui, c'est parce que les images de vidéosurveillance de son meurtre ont été massivement repartagées sur les réseaux sociaux. Le suspect, DeCarlos Brown, qui a été arrêté par la police, est un Afro-Américain de 34 ans qui est atteint de schizophrénie, une maladie psychiatrique qui avait déjà été condamné plusieurs fois, notamment à 5 ans de prison pour un vol à main armée. Ce meurtre, il a relancé le débat autour de la sécurité dans les grandes villes américaines que Donald Trump remet continuellement en cause, alors que de nombreuses données prouvent que les crimes violents sont globalement en baisse ces dernières années aux États-Unis. Selon la ministre de la Justice, Pam Bondi, son meurtre atroce est le résultat direct de politiques laxistes face à la criminalité qui ont échoué, faisant passer les criminels avant les gens innocents. Donald Trump s'est lui aussi exprimé sur le sujet en réclamant la peine de mort pour l'auteur de ces crimes qu'il considère comme, je cite, un animal. Elon Musk a lui aussi énormément repartagé l'affaire sur X en affirmant, je cite, que les personnes blanches sont victimes de violences par les noirs à des taux disproportionnés et en dénonçant le temps qu'ont pris les médias traditionnels à révéler l'affaire. De son côté, le maire démocrate de la ville où la réfugiée a été assassinée a affirmé ne pas vouloir diaboliser ceux qui ont des difficultés avec leur santé mentale, comme c'est le cas du suspect. Troisième actu, les 9 têtes de cochons découvertes ce mardi devant des mosquées en Île-de-France ont été déposées par des étrangers qui ont quitté le territoire. C'est ce qu'a annoncé la justice ce jeudi. Selon le parquet de Paris, en déposant ces têtes de cochons, dont la consommation est interdite dans l'islam, l'objectif était, je cite, de provoquer le trouble au sein de la nation. Dans la foulée ce mardi, le préfet de police Laurent Nunez avait lui aussi évoqué de possibles actions d'ingérence étrangère, c'est-à-dire des tentatives de puissance étrangère d'influencer ou de déstabiliser la France. Selon le parquet qui a été interrogé par l'AFP, un agriculteur normand s'est manifesté auprès des enquêteurs après les faits pour signaler que 2 personnes étaient venues lui acheter une dizaine de têtes de cochons avec un véhicule dont la plaque d'immatriculation serait serbe. On vous tient au courant si on a du nouveau. Quatrième actu, la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a présenté ce jeudi 43 recommandations pour lutter, je cite, contre un réseau hors de contrôle à l'assaut de la jeunesse. C'est cette commission d'ailleurs qui avait auditionné Hugo, Adé Laurent ou encore Nasdaq en juin dernier. Les députés s'intéressaient notamment aux conséquences de l'utilisation de TikTok et plus largement des réseaux sociaux sur le développement des plus jeunes. Et donc parmi les 43 recommandations, il y a notamment celle d'interdire l'accès aux réseaux sociaux hors messagerie pour les moins de 15 ans, de bloquer l'accès aux réseaux sociaux de 22h à 8h du matin pour les 15-18 ans, d'interdire les téléphones dans tous les lycées ou encore de mener une vaste campagne d'information sur les risques des réseaux sociaux. À noter qu'il ne s'agit pour l'instant que de propositions qui n'ont pas encore été débattues ni votées au Parlement. On suivra ça. Cinquième actu, la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis des adolescents de 16 ans a drastiquement diminué en France sur la dernière décennie, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a présenté ce jeudi les résultats d'une enquête européenne menée en 2024. Alors on va pas revenir précisément sur tous les chiffres, mais ce qu'on peut retenir, c'est que la consommation de drogue, de tabac et d'alcool par les jeunes de 16 ans en France est désormais en dessous de la moyenne européenne. Pour la cigarette, par exemple, la part des adolescents de 16 ans qui fument tous les jours des cigarettes a été divisée par 5, passant de 16% en 2015 à 3,1% en 2024 selon l'étude. Selon l'Observatoire, la baisse de la consommation du tabac et du cannabis en Europe de l'Ouest s'explique notamment par l'efficacité des politiques de lutte comme l'augmentation des prix du tabac qui réduit la consommation chez les plus jeunes et contribue à dénormaliser l'acte de fumer. Concernant l'alcool, 7 adolescents français sur 10 en avaient déjà consommé en 2024, un niveau qui reste élevé même si la France figure dans le tiers des pays européens affichant la plus faible consommation de boissons alcoolisées. Et on termine avec cette actu, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui dispose de 385 milliards de dollars, a brièvement été détrôné ce mercredi par un autre homme selon les calculs du média américain Bloomberg. Celui qui l'a rapidement remplacé pendant quelques heures au titre de l'homme le plus riche du monde, c'est Larry Ellison, avec une fortune estimée à son apogée à 393 milliards de dollars. Larry Ellison, c'est le plus grand actionnaire individuel d'Oracle, un groupe spécialisé dans la conception de logiciels. Grâce à une envolée de ses actions, après la signature de plusieurs contrats avec OpenAI, Meta, Nvidia, AMD et xAI, sa fortune a fait un bond hors norme de 101 milliards de dollars en quelques heures. Mais sa fortune a finalement diminué dans la journée lorsque des commandes de plusieurs milliards de dollars de la part de ses clients sont parvenues à Oracle. A noter que Larry Ellison est un sympathisant de Donald Trump et qu'il connaît bien Elon Musk puisqu'il est même parfois décrit comme étant son mentor.
encore. En tout cas, cette place n'est pas gravée dans la roche. Elon Musk pourrait bientôt la redépasser. On suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Alors pour tous les nouveaux, je rappelle qu'on a aussi lancé une newsletter il y a quelques mois pour suivre l'actualité directement à l'écrit et avoir des liens pour en savoir plus, aussi des recommandations culturelles. Je vous mets le lien directement en description pour vous abonner, mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.